présentation « Comment réussir les sélections Air France ». Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va passer en revue des conseils essentiels pour réussir les sélections Air France. Je vais vous parler un petit peu de la préparation en surface, qui est celle que la plupart des personnes sur laquelle la plupart des personnes concentrent leur attention, et aussi de la préparation en profondeur, qui est celle dans laquelle nous nous spécialisons et celle qui changera la façon avec laquelle vous envisagez votre recrutement tout au long de votre carrière. Donc, pour moi, savoir se faire recruter, c'est une compétence pilote essentielle parce que vous êtes amené à vous faire recruter plusieurs fois dans votre carrière, même si vous réussissez Air France, ce que je vous souhaite de tout cœur. Vous serez amené même à l'intérieur d'Air France à repasser des sélections pour aboutir à d'autres postes qui peuvent susciter votre intérêt. Des personnes qui ne rentrent pas dans une compagnie majeure tout de suite sont amenées à passer beaucoup d'entretiens. Donc, une carrière où on est capable de comprendre l'exercice et où on réussit très souvent ces sélections, ce n'est pas du tout la même carrière que quelqu'un qui a un petit peu de mal à se vendre, à comprendre ce qui est attendu pendant cet exercice. Et je voudrais vous dire, de prime abord déjà, c'est que vous avez la quasi-totalité d'entre vous, tout ce qu'il faut pour réussir et pour réussir à France. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail aujourd'hui de tout ça. Voilà, donc le thème, c'est réussir la sélection pilote Air France. On va parler pas seulement de ça, on va parler aussi des autres compétences dont vous avez besoin pour réussir toutes les sélections. Si vous pouvez réussir toutes les sélections, eh ben, vous pourrez réussir Air France aussi. Voilà. Très bien. Donc déjà, qui suis-je? Donc, je m'appelle Guillaume Debaucher, j'ai 50 ans. Je suis un ancien copilote, donc British Airways. Donc, j'ai réussi à British Airways. J'ai été copie sur 320 pour eux pendant environ 5 ans. Ensuite, je suis passé sur 777 quand mon tour est venu, où j'ai fait 2 ans sur 777. Et donc, comme pour moi, je suis rentré chez British Airways à 31 ans. Ça a mis... on va dire qu'à cette époque-là, j'avais 38 ans et il allait falloir que j'attende encore un petit peu. Donc, à cette époque, beaucoup de personnes partaient. J'ai mon téléphone qui vibre à non plus finir. Voilà. Donc, j'ai décidé de partir à Dubaï, chez Emirates, où je suis devenu commandant de bord au bout de 4 ans et demi. Et donc, j'ai terminé, donc je fais 4 ans et demi de commandant de bord 777. Pendant ce passage chez Emirates, j'ai été recruteur pendant plusieurs années. Assez tôt, d'ailleurs, en tant que copilote, on m'a proposé de devenir recruteur et j'ai saisi l'opportunité puisque je me souviens encore avec émotion de quand j'étais à votre place. Et pour moi, ça a été un moment c'était un moment vraiment très intense, très fort, qui a abouti à la réussite de ma première sélection majeure, qui a été un soulagement immense de savoir déjà que j'avais ce qu'il fallait pour réussir, que j'étais accepté dans mon milieu, que tout cet effort n'avait pas été vain. Mais je suis passé par beaucoup de difficultés. Comme vous le savez, j'ai été ajourné. Alors à l'époque, un ajournement, ce n'était pas un échec, c'était 2 ans au lieu de 3 ans chez Air France. Ça a été pour moi très traumatique. Et j'ai compris que plus tard, pourquoi, bien que le débriefing d'Air France m'était très utile, et je me suis juré de ne plus jamais rater une sélection. Et pour ça, j'ai beaucoup étudié, j'ai étudié beaucoup de livres sur le recrutement pour vraiment comprendre ce qui se passait. Et c'est aussi pour ça qu'après, j'ai été pris au recrutement chez Emirates parce qu'ils ont vu que j'étais vraiment passionné par ça. Je suis autant passionné par le pilotage que je le suis par le recrutement. Voilà, et donc j'ai créé, à la suite du Covid, je suis rentré en France et j'ai créé Airline Selection Programme, dont la spécialité est donc d'expliquer aux jeunes et aux moins jeunes, à tous ceux qui veulent rentrer en compagnie aérienne, comment s'y prendre, comment économiser leurs efforts et à comprendre surtout ce qui se passe derrière le rideau. Alors, quand je suis rentré au recrutement chez Emirates, pour moi, ça a été une épiphanie. Je pensais savoir ce qui se passait à peu près, comme j'avais quand même bien étudié mon cas, puisque j'ai réussi British Airways. Après, la même semaine, enfin une semaine d'écart, j'ai réussi Emirates et Etihad, puisque j'ai joint les 2 sélections pour faire un seul voyage. Ensuite, j'ai réussi la sélection pour aller au recrutement en utilisant les mêmes principes, mais j'ai halluciné quand j'ai vu ce qui se passait derrière le rideau. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'explique pas ça? Il y aurait quand même un taux de réussite beaucoup plus élevé sans que la compagnie prenne plus de risques. En fait, au contraire, la compagnie pourrait recruter plus facilement et atteindre ses objectifs de remplissage de cockpit et donc de ses objectifs de remplissage d'avion, si elle donnait une meilleure chance à tous ceux qui le méritent de rentrer dans le cockpit. Aujourd'hui, le résultat, ce qu'on a, c'est qu'au lieu de ça, on a un taux de chute qui est assez important, puisqu'en moyenne, 25% seulement des candidats réussissent une sélection de compagnie majeure, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal, sachant que toutes ces personnes-là ont quand même une licence.
sont quand même très motivés, surtout dans le contexte actuel, vu que ça fait 20 ans quand même qu'on fait payer beaucoup d'argent à tout le monde, et je suis passé par là aussi. Donc, si vous voulez, ce n'est pas normal. Par contre, une fois qu'on explique aux gens et aux aspirants que vous êtes ce qu'il en ressort, et là, tout d'un coup, ça s'inverse, et là, on a un taux de réussite très élevé. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler du processus de sélection, ce qu'il implique, ce qui est assez standard. Vous verrez qu'Air France n'est pas bien différente des autres finalement. On va parler du Key Competency Framework, qui est donc en fait le cadre de compétences clés qu'on a mis en place pour vous expliquer ce qui se passe derrière la scène. Et on va en parler. Comme vous savez, on vend des formations payantes, bien sûr, parce qu'on est une entreprise commerciale. C'est pour ça qu'on arrive à faire de la très haute qualité, mais on va vous en donner beaucoup aujourd'hui. Et on va vous parler du Key Competency Framework en détail. On va vous expliquer comment fonctionne le recruteur dans le cadre de ce Key Competency Framework que vous n'avez probablement vu nulle part ailleurs. Je vais vous parler de quelques chiffres. Je viens d'ailleurs déjà d'en parler, mais on va en reparler. Ensuite, je vous parlerai de la préparation surface par rapport à la préparation en profondeur. Et les autres types de préparation auxquels les pilotes sont habitués depuis une vingtaine d'années, c'est des préparations en surface. Donc, nous, on est un petit peu unique là-dedans, qu'on prépare vraiment en profondeur, et j'essaierai de vous expliquer la différence entre les deux du mieux que je peux. On parlera des… Attendez, j'ai des questions là, je vais voir si ça fonctionne. Ouais, c'est tout bon. Ok, cool, je ferme le chat. Les spécificités d'Air France, ce qui vous intéresse vraiment aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore téléchargé notre e-book, les 7 secrets pour réussir la sélection Air France, je vous invite à vous précipiter sur notre site pour aller télécharger cet e-book gratuit qui vient avec plein de contenu derrière, gratuit lui aussi. Tout le cours est gratuit. Et donc, on va parler de cet e-book aujourd'hui et de ce qu'il contient pour que vous puissiez m'entendre en parler directement. Voilà, donc pour ça, vous allez sur le site online.airlineselection.com, airlineselectionprogramme.com, et vous verrez, il y a une zone free, dedans, il y a l'e-book que vous pouvez récupérer très facilement. Voilà. Ensuite, on parlera de notre cours phare, qui est le Advanced Interview Course, et vous comprendrez, je pense, à la fin, pourquoi en fait une formation en profondeur nécessite un petit peu de temps et quelques modules avant que vous puissiez vraiment la maîtriser, et on vous expliquera de quoi elle est composée. Et puis ensuite, il y aura une offre spéciale. Et si vous tenez jusqu'au bout, il y aura peut-être une offre super spéciale aussi. On verra tout ça sur la fin. Vous aurez bien sûr l'opportunité de me poser vos questions avec plaisir. Donc, ça va durer à partir de maintenant, je pense à peu près 1 heure, peut-être 1h10. Donc voilà, pour que vous puissiez prévoir votre temps. Voilà, alors le processus de sélection, dans pratiquement toutes les compagnies du monde, il est fait de blocs que les compagnies vont décider d'inclure ou de ne pas inclure, et elles vont en changer l'ordre. Alors, il n'y en a qu'un qui ne change pas réellement, c'est la phase de préparation, où la compagnie va récolter votre CV, votre lettre de motivation, et en fait voir si elle a envie de vous recevoir. Donc, dans cette phase de préparation, il faut savoir écrire un CV et une lettre, ce qui est très important, très, très important. Il faut aussi savoir si votre sélection se passe en anglais, donc ce n'est pas le cas d'Air France, mais si ça se passe en anglais, il faut pouvoir avoir un bon niveau d'anglais pour déjà bien écrire en anglais, comme un anglophone. Donc, il y a cette phase de présélection qui est importante. Alors, qui fait les présélections dans une compagnie aérienne? Alors, ce n'est pas des recruteurs comme moi. Ça peut être soit du personnel administratif spécialisé qui regarde des CV tous les jours et des lettres. Et ça peut être très, très souvent des pilotes de ligne, même des fois des commandants de bord, qui sont tout simplement en arrêt maladie et qui sont détachés au département recrutement. C'est-à-dire qu'ils ne font pas leur arrêt maladie chez eux, ils font leur arrêt maladie à la compagnie. Voilà. Donc, pourquoi les gens font ça? Parce que déjà, c'était le cas chez Emirates, au bout de quelques jours de maladie, en fonction de ce que c'est, les gens disent, est-ce que tu veux venir? Il y a des choses intéressantes à faire au bureau. C'est évidemment bien apprécié. Évidemment, quand on est au bureau, on côtoie les managers. Donc, si on a d'autres ambitions, voilà, on finit par retourner cette longue maladie en quelque chose de positif. Donc, ça peut être effectivement des pilotes, et il y a intérêt donc que votre CV, votre lettre, il parle correctement au pilote qui est en train de le lire, qui est donc un pilote professionnel, un pilote de ligne qui ne fait que ça, que de piloter des avions de ligne tous les jours de l'année. Et donc, il faut que vous soyez vraiment poignant quand vous l'écrivez. Voilà. Donc ça, on en parlera. Ensuite, il y a la partie psychotechnique. Ça, vous le savez. Chez Air France, ça s'appelle les Psy 1, mais la plupart des grandes compagnies ont
enfin, toutes les grandes compagnies utilisent des tests psychotechniques, hein, que ce soit les tests ADAP, QT, Mollymook, Compass, voilà, des tests psychotechniques. Ensuite, il y a la phase d'entretien, alors qui peut se décomposer en plusieurs phases. Alors, en général, il y a un entretien de groupe qui s'appelle aussi en langage ressources humaines un panel ou un assessment center, ça peut s'appeler aussi, mais enfin, c'est un entretien de groupe. Alors, lui, il peut être vécu de manière différente en fonction des compagnies. Les compagnies comme Wizz Air, dans lesquelles c'est éliminatoire, ce que je ne trouvais pas génial parce que, si vous voulez, en fonction du jour où vous vous pointez, vous n'avez pas le même entretien de groupe. Déjà, vous n'avez pas le même scénario et en plus, vous n'avez pas les mêmes personnes. Donc, que cette phase-là soit éliminatoire, c'est chaud quand même. Dans une boîte comme Emirates, c'était un tour de chauffe. Chez Air France, c'est un peu plus qu'un tour de chauffe. Voilà, c'est quand même noté de manière plus précise que c'était chez Emirates. Ensuite, d'après ce que je crois comprendre, ensuite, il y a donc des entretiens individuels et il peut y en avoir plusieurs types et puis plusieurs tout court. Donc, la plupart du temps, vous allez avoir alors, dans la partie psychotechnique, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi un questionnaire de personnalité. Pour toute compagnie majeure, va avoir un questionnaire de personnalité qui fera partie de la batterie de tests que vous allez passer, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas un test d'évaluation de votre capacité à raisonner ou à vous coordonner, c'est un questionnaire de personnalité. Ce n'est pas un test réellement, c'est un questionnaire pour savoir qui vous êtes. Et c'est sur la base de ce questionnaire qu'on va vous poser toutes les questions ensuite à l'entretien individuel. D'où l'importance d'en avoir un en amont avant d'aller aux entretiens. Et nous, comme on est accrédité, des professionnels de ressources humaines accrédités, c'est ce qu'on propose à nos clients. Mais donc, pour reprendre les entretiens, donc on a entretien de groupe. Ensuite, on va avoir les entretiens individuels. Donc, si le premier, c'est un entretien avec le psy, tout ce qu'il fait, lui, il a le questionnaire de personnalité devant lui et il va parler en one-to-one avec la personne pour essayer de mieux comprendre en quelle mesure ce questionnaire de personnalité s'est avéré exact ou bien s'il y a certaines pondérations qu'il convient d'ajuster à la main. Il va ensuite aller voir les deux pilotes ou bien le pilote et la personne des ressources humaines pour leur dire voilà les biais que j'ai vus, voilà ce que j'ai vu dans le questionnaire de personnalité et dans ce que la personne m'en a dit. Et donc, voilà le type de questions que je voudrais que vous posiez à cette personne aujourd'hui. Et donc, voilà comment votre entretien final se passe dans une compagnie majeure comme Air France. Et donc, voilà le dernier entretien, comment il se passe. Alors, en général, il y a toujours deux personnes qui vous voient. L'exception, ça peut être sur le psychologue, sachant qu'au final, vous faites un entretien psy, un entretien avec deux personnes, ça fait quand même 3 personnes qui vous auront vu à un très court intervalle et il faut que les 3 soient d'accord finalement pour vous prendre. Voilà, si le psy a un avis négatif, il est évident que la compagnie ne prendra pas le risque. Et après, tout ça, ça part en comité où il y a un comité qui siège à la fin et où, s'il y a des doutes sur le dossier de quelqu'un, la personne qui a défendu le dossier ou qui a siégé donc va pouvoir venir défendre un candidat ou expliquer en tout cas ce qu'elle a vu et au cas où le dossier soit un peu limite. Voilà. Il faut que vous compreniez que c'est une mesure de risque. En fait, le recruteur, il mesure le risque et s'il perçoit un risque, il ne prendra pas le risque. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner au recruteur le sentiment qu'il y a un quelconque risque. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. C'est pour ça que vous n'allez pas commencer votre entretien en disant toutes les choses pas top que vous avez fait dans votre vie, en espérant que cette honnêteté intellectuelle soit perçue comme quelque chose de très positif. Oui, ce sera perçu de manière positive en termes d'honnêteté intellectuelle. Malheureusement, ce sera perçu comme un risque dans les autres domaines recherchés et ça peut vous coûter votre sélection. Voilà, donc ensuite, il y a la phase… alors, il y a d'autres types d'entretiens, j'en ai parlé. Alors, en particulier, il peut y avoir dans certaines compagnies un entretien technique. Alors, dans certaines compagnies comme Wizz Air, ils remplacent carrément l'entretien RH, ce qui est assez spécial. Dans certaines compagnies comme Cathay, c'est un entretien technique en plus. Autant dire que voilà, ce sont des sélections qui sont encore plus difficiles. Et puis après, il y a le test au simulateur, alors là, qui est un test très, très particulier, parce que le test au simulateur de compagnie aérienne, alors chez Air France, il y en a dans certains cas de figure, je ne vais pas les détailler maintenant, mais c'est dans le cas, en fait, c'est dans le cas de pros qui ont une certaine expérience, qui ont un certain âge aussi, qui n'ont pas réussi leur psy 1, on leur donne une chance de montrer
leurs compétences au simulateur. Et donc ce simulateur, typiquement, ça va être un simulateur qui n'est pas comme un simu de MCC, pas comme un simu de QT, pas comme un simu de LPC ou d'OPC. C'est un simu de ce que la compagnie décide de faire. Ce n'est pas réglementaire, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent le faire en 10 minutes comme ils peuvent le faire en 1 heure. Et avec un peu de chance, vous le saurez en avance. Donc, nous, on connaît les scénarios d'à peu près toutes les compagnies, on sait ce qu'ils aiment bien, mais c'est à peu près toujours pareil. C'est-à-dire que vous partez avec un avion dans un contexte à peu près similaire à ce que vous avez en MCC, sauf que, il n'y a pas de flight director, pas d'autopilote, pas d'automanette, pas de FMA et pas de map. Donc, vous décollez dans le vide. Et il faut savoir faire ça. C'est un exercice qui s'apprend et qui se prépare. Voilà, donc le processus de sélection. Donc nous, qu'est-ce qu'on a je vais vous en parler très rapidement. Qu'est-ce qu'on propose comme solution on détaillera ça un petit peu par la suite, mais je ne vais pas non plus en faire de trop. Juste pour que vous ayez une idée, au stade de la préparation, on intervient parce que c'est très important de pouvoir intéresser le recruteur et pas se disqualifier bêtement en se tirant une balle dans le pied avec des fautes de grammaire, un anglais mal écrit ou bien une lettre trop longue qui n'intéresse pas le recruteur en expliquant toutes les choses que vous avez fait dans votre vie, à part le pilotage. Donc tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que vous avez compris ce que c'est qu'un pilote de ligne? En gros, il veut comprendre qui vous êtes, les nombres d'heures, la base, si vous avez étudié l'entreprise suffisamment pour expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui, et puis parler de vous en tant que pilote et des compétences pilotes que vous avez, c'est tout. Voilà. C'est tout, mais c'est beaucoup en même temps parce qu'il faut pouvoir le tourner d'une manière poignante. Voilà. Et pour ça, il faut avoir de l'anglais. Donc, on a un cours qui est très simple sur le CV et lettres avec des modèles. Un cours d'anglais aussi qui est très populaire parce que tous nos cours sont en e-learning. Donc, on les délivre dans les grands ATO, mais ils sont en e-learning aussi. Et le cours d'anglais, il est génial parce que vous pouvez poser, vous pouvez relire, vous poser. Et en général, les gens font un gros progrès en FCL par rapport à ça. Je voudrais juste vous dire, alors pour la France, évidemment, le niveau d'anglais n'est pas nécessaire. Pour les autres, il faut bien que vous pensiez que si vous avez un niveau 4 ou 5, ça peut ne pas être suffisant. Niveau 4, probablement, ce n'est pas suffisant. Niveau 5, ça peut ne pas être suffisant. Vous vous retrouvez chez Wizz Air ou chez Ryanair dans un contexte d'entretien de groupe où il faut comprendre des choses compliquées écrites sur un papier avec des gens qui ont un accent. Ça peut être des anglophones, mais ça peut être des gens qui ont un accent et qui viennent d'autres pays, d'Espagne, du Portugal, d'Italie ou de Pologne. Voilà. Et rapidement, l'anglais peut devenir une barrière. Donc, si vous savez que vous êtes peut-être dans cette zone, je ne vous dis pas qu'il faut absolument obtenir le niveau 6, mais il faut travailler sur votre fluidité et votre compréhension de manière assidue à partir de maintenant pour ne pas se retrouver dans ce triste cas d'avoir une sélection qui arrive dans 3 semaines et d'avoir un niveau d'anglais qui mettrait 3 mois à régler, quoi. Voilà. Ensuite, psychotechnique. Alors là, nous, on ne fait pas. Par contre, on vous pointe dans la bonne direction avec PAST, qui est un diminutif de Pilot Assessments, que vous connaissez certainement, qui est le site numéro 1 dans le monde pour de la préparation psychotechnique. On est très proche d'eux et ils sont très réactifs. Ils sont un peu comme nous. Ils ont une mission vraiment d'aider les gens. Et ils ont presque toutes les compagnies du monde. Ils n'ont pas les compagnies du groupe Lufthansa. Donc, pour ça, vous allez sur Latest Pilot Job, LPJ, Latest Pilot Jobs, qui est un bon site, un peu comme Pilot Assessments, mais moins bien fait. En particulier, il n'y a pas la barre qui vous permet de voir si vous êtes au-dessus ou en dessous des autres, qui est quand même bien utile. Et puis, pour les psy d'Air France et quelques autres compagnies, il y a Pilotest qui est, alors lui, l'avantage parce qu'il est gratuit, donc ça, c'est top. Et je suis sûr que vous y êtes déjà bien préparé. Donc ça, c'est bien. Ensuite, la phase entretien. Donc là, on a notre cours phare, celui qui nous a rendu connu, donc l'Advanced Interview Course, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, pour le simu, alors on a un cours e-learning, ça va vous paraître bizarre, mais en fait, c'est un cours de connaissances opérationnelles où on vous apprend tout ce que c'est que d'être un pilote de ligne. On vous apprend la mania liée au simu, les 5 assiettes, on vous l'apprend pour le 737, le 320. On vous apprend tout plein de choses pour piloter un raw data correctement et aussi plein de procédures opérationnelles utiles pour les simulateurs qui font partie du quotidien du pilote de ligne. Donc voilà. Voilà le processus de sélection. Donc, c'est une chaîne et je voudrais vous dire, alors à l'intérieur de ça, c'est des gros maillons. À l'intérieur, il y a des petits maillons. Et il faut être bon ou meilleur dans tous les maillons, que ce soit les gros maillons ou les petits maillons. Si vous êtes en dessous de bon à n'importe quel maillon, même si vous êtes excellent dans tout plein d'autres maillons, ça ne compense pas. Parce qu'il y a un risque perçu. Si c'est considéré comme un maillon, c'est que c'est considéré comme quelque chose de requis. Si ce n'est pas là, vous ne serez pas pris. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir. Donc là, on va parler un petit peu de la phase entretien et on va vous parler donc du fameux Key Competency Framework. Donc, le Key Competency Framework, donc, bon, là, je l'ai mis dans une pyramide. En fait, je suis très fier de ma pyramide parce qu'on l'a fait dessiner, c'est joli, mais c'est quand même plus facile en 2D. Voilà, donc, vous reconnaissez probablement
les 9 compétences OSCI qu'on a mis sous une forme de pyramide. Air France les a sous forme de cercle. C'est bien ce qu'ils ont fait, ils en ont rajouté une qui est la connaissance sur soi, mais c'est de mon point de vue moins parlant, et il y a quand même une hiérarchie qui se voit moins quand c'est en cercle. Ça revient au même, et si vous avez déjà piloté, alors si vous êtes cadet, vous n'avez jamais vu ça, donc là c'est le moment de le découvrir et de bien le mémoriser. Parce que ça, ce sont des compétences requises. Vous allez voir que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas des compétences de recrutement. Il y en a seulement une certaine partie qui sont des compétences de recrutement. À la base, il y a la connaissance. Donc ça, c'est pour ça que j'adore ce dessin-là, parce qu'à la base, c'est la connaissance. Plus vous avez de connaissances, plus le chemin à une bonne décision est facile et a une pente moins forte. D'accord, c'est une très grosse connaissance. Et en fait, la connaissance, à chaque fois que vous apprenez une machine, vous montez jusqu'en haut, jusqu'à la capacité de problem solving, decision making, qui est la compétence du capitaine. Et si aujourd'hui vous êtes déjà pilote privé, vous êtes déjà monté une fois. Vous allez redescendre, reprendre un autre avion, rajouter un bloc, et vous allez faire ce chemin plusieurs fois dans votre carrière, jusqu'à temps qu'un jour, et vous savez quoi, ça s'arrête pratiquement jamais, puisque après on peut devenir commandant de bord moyen courrier, après on devient copie long courrier, commandant de bord moyen courrier, commandant de bord long courrier, à chaque fois on rajoute, après on peut devenir instructeur, après on peut devenir, on n'arrête jamais d'apprendre, en fait. Moi j'ai appris jusqu'au dernier jour, donc voilà. Alors ensuite, la mania, handling. Autoflight, c'est donc l'utilisation du pilote automatique qui n'est pas du tout pareil que de la mania. C'est de la mania, mais c'est de l'utilisation d'automatisme. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense parce qu'il y a une interaction entre le FMS, le FMA et le MCP ou le FCU comme en langage Airbus. Donc, c'est un petit peu, c'est une vraie connaissance. Hein, donc, c'est une vraie compétence que de savoir utiliser le pilote automatique de manière élégante. Application des procédures, ça parle de soi, gestion de la charge de travail, d'accord. Tout d'un coup, on a plus de travail parce qu'il s'est passé quelque chose, comment est-ce qu'on fait, conscience de la situation, situational awareness, et puis, comme on a dit, compétence reine qui est problem solving, decision making. Donc, si on devait résumer à ce qu'est un pilote de ligne, c'est quelqu'un qui, surtout un capitaine, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, là où les autres voient des problèmes, d'accord. C'est un solution finder, comme on dit en anglais. Alors, du côté gauche qui soutient la pyramide, il y a une autre compétence qui est le leadership and teamwork, et vous serez peut-être surpris de voir que cette compétence, c'est une et même compétence. C'est-à-dire, et ça je le dis souvent, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de quelqu'un qui soit dans un équipage, surtout que c'est des équipages A2 de nos jours, comme vous savez, qui soit juste là pour être dans l'équipe. Il faut que vous puissiez à tout moment devenir le leader de cette équipe. Il faut que même si vous êtes copilote, que c'est votre premier vol, votre commandant de bord peut devenir incapacité. Et incapacité, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Ce n'est pas la crise cardiaque qu'on répète au SIMU avec le gars qui tombe de son siège ou qui s'évanouit sur le côté comme ça en plein milieu de la course au décollage. Ça peut être simplement quelqu'un qui prend mauvaise décision sur mauvaise décision. Il faut intervenir dans ce cas-là. C'est pour ça que tout membre d'équipage doit être un leader en puissance. Et ça, il faut bien le comprendre. D'autant que, là, on a parlé des fonctions, des rôles, captain, copy, mais il y a aussi les fonctions, donc pilot flying, pilot monitoring. Le pilot monitoring a un rôle absolument crucial. Moi, dans mes dernières années, c'était devenu quelque chose de… En gros, c'était si le PF fait une erreur, bien sûr, on va venir lui demander de s'expliquer, mais si le pilot monitoring n'a rien fait, on ne va pas comprendre. Donc, vous voyez à quel point c'est important, le monitoring. Et la communication, qui est une compétence absolument claire. Alors, ça a l'air facile, la communication, mais alors, déjà, c'est le langage. Donc, évidemment, encore une fois, si on part à l'international, le vecteur, donc le langage, l'anglais, c'est critique. Si votre anglais est difficile, toute la communication tombe, et là, vous tombez en dessous du niveau acceptable, et ça peut vous planter toute votre sélection. Mais c'est aussi une utilisation adéquate et concise du langage, et vous le verrez quand vous montrez, quand vous serez en ligne, quand vous commencerez à approcher les manuels où ça vous explique les situations d'urgence, les instructions liées aux checklists. Souvent, donc surtout Boeing est très bon à ça, il explique bien à quel point dans la façon de régler une situation d'urgence, une communication claire et précise est essentielle à une bonne résolution. Donc, autant dire que c'est très, très important. Voilà, j'espère vous avoir bien brossé tout ça. Et alors, dans les entretiens, donc on est en train de parler de ça en ce moment, on va évaluer surtout le haut de la pyramide, puisque le bas, la connaissance, ce n'est pas l'entretien, sauf si c'est un entretien connaissance. On a dit que c'était rare, il n'y en a pas à Air France. Et puis, on ne va pas vous faire du handling pendant l'entretien. Par contre, tout le reste, tout le haut de la pyramide, la partie plus
plus noble, on va dire, de la pyramide. C'est ça que le recruteur va vouloir évaluer. D'accord? Mais malheureusement, ce n'est pas facile parce que ça, c'est une matrice OACI, c'est des compétences OACI. Et le monde du recrutement est un monde séparé de l'OACI, du bureau du chef pilote, si vous voulez. Les recruteurs, c'est des gens qui ont fait des années d'études, des bac+5, bac+6 en ressources humaines, et eux, ils ont des questionnaires de personnalité. Et ces questionnaires de personnalité, ben, ils n'ont pas 9 compétences comme ça. Ils ont d'autres compétences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand les compagnies majeures qui ont du budget pour avoir des professionnels de ce type et des très bons professionnels de ce type, c'est le cas d'Air France, on dit, bah oui, mais c'est bien les 9 compétences OACI, mais déjà, il y en a certaines qu'on ne sait pas évaluer. Là, donc, la connaissance, il faut que ce soit un autre questionnaire. C'est pas... Le handling, il faut mettre le gars dans le simu. Autoflight, pareil. Puis par contre, il y en a qui manquent. Il y a des trucs là que vous n'avez pas mis, qui sont importants de notre point de vue. Et c'est pour ça qu'au final, on va se retrouver avec des compétences augmentées pour évaluer quelqu'un dans un contexte de recrutement compagnie majeure. Donc, il va y avoir une sorte de traduction de tout ça et une forme de simplification aussi, finalement. Et on va se retrouver avec 8 compétences clés. Alors, ça s'affiche en petit, et puis, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer parce que là, sinon, on fait les 7 heures du cours, mais je vais quand même vous donner tout ce que je peux avec le peu de temps qu'on a. Se rajoute la motivation, l'initiative, la dédication à la tâche. D'accord ? Et ça se voit bien dans l'effort que vous avez mis dans votre, dans votre volonté d'être pilote. Air France insiste beaucoup là-dessus. Alors attention, parce que chez eux, il ne faut pas dire que vous êtes trop préparé, mais chez Emirates, par exemple, on adorait les gens qui se préparaient énormément, parce que ça nous permettait de valider que si cette personne avait un objectif en tête, il ou elle allait tout faire pour l'atteindre. Et c'est ce qu'on veut pour les vols. On veut des gens qui préparent leur vol. Air France aussi veut des gens qui préparent leur vol, évidemment. Ils veulent, sans le dire, des personnes qui préparent leur sélection. Mais donc ça, cette compétence, elle est importante. Et on l'a mise en haut à gauche parce que c'est comme ça qu'on ouvre en général la communication. On parle, c'est comme ça qu'on ouvre l'entretien. Ça fait 5 minutes où on peut parler un peu de vous, comment vous êtes préparé, pourquoi nous, pourquoi maintenant, etc. D'accord ? Ensuite, vous retrouvez les compétences qui sont déjà dans la pyramide. Et puis à la fin, en bas à droite, donc il y a la créativité. Donc ça, c'est la capacité à comprendre et à appliquer les procédures et aussi savoir en sortir lorsque c'est nécessaire. Alors vous allez vous dire, oh mon Dieu, je suis pilote de ligne, moi je suis strict, j'applique les règles. C'est comme ça. Un pilote de ligne, ça lit sa checklist, ça fait son job. Vous le savez probablement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les procédures ne sont pas parfaites. Elles ont été écrites avec certaines conditions elles sont écrites avec en prenant certaines hypothèses. Si dans le vol, d'autres hypothèses se présentent, et malheureusement, votre checklist, peut-être qu'elle ne fonctionnera pas, et donc il va falloir adapter tout ça. Hein. Donc, c'est typiquement, c'est pas pareil. Si vous avez une panne qui se passe avec plein de fuel à bord ou avec plus de fuel du tout, ce n'est pas pareil si vous avez une panne qui se passe et qui est complexe, qui nécessite beaucoup de traitement, mais vous avez eu aussi un problème en cabine avec quelqu'un qui a des problèmes médicaux. Vous voyez, parfois, il y a besoin d'être créatif. On a souvent besoin d'être créatif à la prévol parce qu'il n'y a pas une prévol qui ressemble à une autre. Et donc ça, ils vont vous poser des questions de créativité pour voir si la sécurité est toujours en numéro 1 dans votre esprit, si vous êtes capable de penser en dehors du schéma préconçu, mais que ce n'est pas une habitude, que c'est quelque chose que vous faites quand c'est nécessaire uniquement. Donc, ils vont vouloir valider ça. C'est des questions difficiles, c'est des questions auxquelles il faut absolument se préparer et avoir des exemples adéquats de son comportement à soi dans le passé par rapport à ça. Ensuite, il y a l'honnêteté intellectuelle, qui est donc une compétence très mal comprise. Comme je vous l'ai dit au départ, l'honnêteté intellectuelle, ce n'est pas d'aller avouer toutes les choses qu'on n'a pas super bien réussi dans sa vie de prime abord. D'accord ? On est là d'abord pour se vendre, pour être pris, d'accord ? Pour être voulu. Et donc, l'honnêteté intellectuelle, en fait, c'est donner la preuve à la personne qui vous recrute que si vous faites une erreur, vous allez le dire spontanément. C'est ça, en fait. Ce n'est pas aller spontanément dire toutes les bêtises que vous avez faites dans votre vie. D'accord ? Si on vous en demande, vous allez les dire. Mais vous allez les choisir de manière très précautionneuse. D'accord ? Voilà, on en reparlera un petit peu après. Donc, alors là, il y a un petit schéma. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette page vide, là, en haut à droite, avec le drive, communication, tout ça, il y a beaucoup de science.
Et derrière chaque comportement voulu, il y a, alors, la fiche qui est en bas, à gauche, c'est les comportements voulus par rapport à cette compétence, et à droite, c'est les comportements qui ne vont pas dans le bon sens pour chaque compétence. Et en fait, ça, je l'ai simplifié à l'extrême. En vérité, le recruteur, il a une feuille comme ça, beaucoup plus détaillée pour chaque comportement. Il vous regarde, par exemple, en entretien de groupe, il regarde, il voit que vous avez dit quelque chose d'une certaine manière. Il va regarder en communication, il va commencer à regarder, il va dire, oui, d'accord, personne, elle est perdue dans ses digressions, machin, et de l'autre côté, oui, elle n'est pas concise quand elle parle, les autres ne le comprennent pas. Voilà. Donc, et là, ils disent, OK, donc je mets telle note, malheureusement, je mets un 2 en communication à cause de ça. Donc, c'est documenté. OK. Faut avoir confiance dans les questionnaires de personnalité, 1, et 2, confiance dans les personnels de ressources humaines des grandes compagnies, parce qu'ils essayent de faire un travail objectif en utilisant de la science, et cette science est quand même relativement exacte. Et pour être un professionnel de cette nature, je peux vous dire que c'est très, très efficace. Voilà, donc vous, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie qu'il faut jouer ce jeu et comprendre que c'est ce jeu qui est en train de se jouer pour définir le reste de votre carrière. Voilà, donc comment fonctionne le recruteur? Donc, il va vouloir valider les compétences clés. Vous voyez que cette feuille avec 8 compétences, maintenant, elle s'est peuplée avec le nom la date, le nom du candidat, le nom du recruteur, etc. Et puis, il y a des petites cases là qui sont mises et on va vouloir les cocher. Donc, en fait, moi, le jour où, quand je me suis préparé pour British Airways, où ça a fait tilt, c'est le jour où j'ai lu un bouquin qui s'appelait Great Answers to Tough Interview Questions de Martin Yates. Donc vous pouvez le noter. Great Answers to Tough Interview Questions. Le bouquin, il a 25 ans, mais il est toujours très bien. Et où j'ai compris que le recruteur avait besoin de cocher ces cases. Il a besoin que vous ayez ces compétences pour pouvoir fermer l'entretien. Votre job, c'est de l'aider à cocher ces cases, de lui rendre sa tâche facile. Alors, chez Emirates, c'est simple. Hein. Un petit point sur Emirates, c'est-à-dire que Air France, c'est une compagnie complexe, une compagnie avancée qui a un département de recrutement avec de grands professionnels. C'est une sélection de monoculture. Encore, elle est dans une seule langue avec des gens qui ont pratiquement la même culture. Pratiquement. Hein. Chez Emirates, on était sans nationalité. Donc, autant dire qu'au niveau validation, au niveau les experts qu'on avait, franchement, ils ont mis en point un système, mais c'était presque une œuvre d'art. Moi, j'étais admiratif de voir ce qu'ils faisaient là-bas. Donc, j'ai adoré être au recrutement. Donc, bon, chez Emirates, au bout de 35 minutes d'entretien, si la personne avait coché les 8 cases, qu'on n'avait pas perçu de risque, on fermait l'entretien. Et nous, notre but, c'est de recruter des gens. À partir du moment où on a tout ce qu'il nous faut, on a couvert notre base de risque, c'est terminé. La personne, elle rentre. Chez Air France, je sais que ce n'est pas comme ça. De ce qu'on m'a dit, les gens restent longtemps à l'entretien. Alors, ça veut dire déjà que pour eux, ça doit faire partie de leur comportement professionnel, ce que j'honore tout à fait. Et ça a un avantage pour eux, un gros désavantage pour vous, c'est qu'en fait, les candidats se fatiguent à la fin. Et ils donnent des exemples qui sont plus adéquats à la fin. Si on demande un exemple ou 2 exemples, ils y arrivent, puis après 3 ou 4 sur le même domaine, peut-être qu'ils n'en ont plus. Et donc, c'est comme ça qu'on va finir à la fin avec un candidat fatigué à pouvoir vraiment voir le risque. Et donc ça, attention, il faudra rester bien, bien concentré jusqu'à la fin pour ne pas commencer à avouer quelque chose d'inavouable ou quelque chose qui, même si c'est avouable, ça n'a rien à faire dans une salle d'entretien sur la fin, juste parce que vous commencez à vous sentir confortable avec votre recruteur. Alors, on a validé les compétences clés et on va utiliser, il fonctionne comme ça, il veut valider les compétences clés et il va utiliser un questionnaire de personnalité. Donc, je vous ai mis un screenshot ici, là, je n'ai pas le temps de vous expliquer le détail, mais en gros, il va se faire une idée de qui vous êtes. Et alors, enlevez de votre tête l'idée qu'on veut un candidat formaté, on le veut plutôt comme ça. Non, ce n'est pas du tout le cas. On veut des candidats aussi variés que possible, dans un champ de possible. D'accord ? On les veut aussi différents que possible, parce que chaque personne est différente et chaque personne est intéressante à sa manière. Et ce maillage de différence est très bon pour la sécurité des vols. Donc, si vous êtes suffisamment bon tel que vous êtes, dans 90% des cas, 90% des candidats ont tout ce qu'il faut pour réussir tel qu'ils sont. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Il y a besoin de bien se comprendre. Ça, oui, mais ça fait partie de la maturité d'une personne que de se comprendre. Et par contre, il y a des zones de danger. Donc, si vous combinez certains facteurs de personnalité, on peut identifier des zones où là, c'est vrai qu'on ne voudrait pas que vous soyez. C'est là que vous tombez
dans des domaines où soit vous êtes effectivement dans les 10% de personnes où on peut vraiment se poser la question de savoir si c'est adéquat, ou bien vous pouvez vous rapprocher un petit peu, pas être dedans, mais vous rapprocher un petit peu, et alors, ou bien être à… Ce que vous voyez là, en fait, c'est des facteurs sous-jacents de personnalité. Ce n'est pas des facteurs qui se voient. C'est quand ils se combinent à 2 ou 3, on commence à voir des choses. Donc, mais si vous tapez une extrême sur 1, peut-être qu'on va vouloir vous poser une question dessus. Vous voyez? Donc, on va s'en servir. C'est un peu compliqué à expliquer, mais on va s'en servir pour voir si, par exemple, vous êtes très dominant, vous sortez comme très dominant, quelqu'un qui veut toujours avoir raison. C'est l'exemple le plus simple à expliquer. De voir, est-ce que vous en avez conscience, que vous voulez toujours avoir raison? Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de fois où vous avez suivi l'opinion des autres, même si vous n'étiez pas d'accord? D'accord, donc le candidat qui dit oui, je suis conscient de ça, mais laissez-moi vous donner un exemple de la dernière fois que j'ai suivi l'opinion de quelqu'un alors que je n'étais pas d'accord. Et après, moi, je vais poser encore une question, je vais dire, et comment vous êtes senti? Pour voir si c'était vraiment un contre-cœur ou s'il arrive vraiment à évoluer le long de la ligne dans l'autre sens, si c'est nécessaire. Donc, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que la personne a conscience de là où elle est? Est-ce qu'elle est capable d'aller à l'opposé si c'est nécessaire? Est-ce qu'elle est suffisamment mentalement plastique pour y arriver? Et là, sur cette base, le risque perçu est très faible. Voilà. Et donc, on va comparer avec des zones de danger qui sont multiples. Il y en a 8 pages de zones de danger, donc 8 pages comme ça, de zones de danger. Voilà. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de blancs. D'accord? Et c'est aussi OK d'être dans les extrêmes. Regardez, le questionnaire qui est là, c'est le mien, c'est moi qui suis là. Vous voyez que je tape des extrêmes, mais je les tape là où ce n'est pas un problème, où il n'y a pas de combinaison qui pose problème. Voilà. OK, très bien. Donc, quelques chiffres. Donc, on en a parlé. Le taux de réussite standard en… Alors, est-ce que vous avez des questions là? Je vois qu'il y a une question qui est apparue. Donc, je vais sauter sur l'occasion pour répondre. Ah oui, ouais, d'accord. La référence du livre. Alors, je ne sais pas comment répondre. C'est Great Answers to Tough Interview Questions. Je crois que je peux faire dans le chat. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Tough Interview. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas un bouquin spécialisé pilote. Hein. Tout ce que je vous ai dit là, ça vous a résumé 120 pages de lecture. Hein. Mais si c'est un domaine qui vous intéresse et un jour vous devriez être recruteur, ben, c'est un bon bouquin. Moi, il m'a changé la vie. Donc voilà. OK, vous pouvez le trouver sur Amazon. Alors, donc le taux de réussite standard, on en a parlé, c'est 25%. Alors, évidemment qu'on n'a pas de vraies statistiques, mais on le sait, c'est 25% dans les compagnies majeures et dans les pays occidentaux, toutes périodes confondues. En ce moment, le taux de réussite va être un petit peu meilleur dans un contexte Air France où ils vont recruter un petit peu plus. Et en gros, ça va osciller entre 25 et 40% si on rentre les low cost dedans, qui ont besoin de beaucoup recruter. Ça reste très, très faible de mon point de vue. Si on prend 25%, c'est vraiment très, très faible. Alors, la raison numéro 1, on en a parlé pour les sélections anglophones, c'est l'anglais. La raison d'échec numéro 2, c'est une mauvaise anticipation de la quantité de travail nécessaire. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui arrivent à la sélection et qui ne sont pas capables de répondre à la question, d'après vous, quels sont les challenges auxquels sont soumis notre entreprise en ce moment? Ça pose un problème. Et la raison de l'échec numéro 3, c'est que les candidats ne se connaissent pas eux-mêmes. Et ils n'ont pas d'idée, ils ne se connaissent pas eux-mêmes et ils n'ont pas une bonne idée des compétences qui sont recherchées en face. Voilà. Donc, défaut d'anglais, défaut de préparation et puis une mauvaise compréhension de ce qui est requis. Voilà, donc notre taux de réussite à nous, il est supérieur à 75%, toutes compagnies confondues. Chez Air France, alors bon, ce webinaire est enregistré, il sera posté, donc je ne sais pas combien il sera à la fin de l'année, mais il est plus élevé, beaucoup plus élevé que 75%, c'est ma grande fierté, parce qu'on ne pensait pas que ce serait à ce point. Voilà. Ce qui nous a amené à conclure, c'est le taux le plus élevé qu'on a de toutes les compagnies. Donc, ce qui nous a amené à conclure, en fait, Sélection Air France, elle n'est pas si, je vais repasser devant vous, elle n'est pas si difficile que ça. Elle fait rêver beaucoup de monde. Et finalement, vous avez bien vu qu'elle reprend la même chaîne que les autres compagnies. Elles utilisent les mêmes techniques que les autres compagnies qui vont adapter parce qu'ils ont des experts à eux, qui ont leur expertise à eux. Mais au final,
elle est bien connue, elle est stable depuis des années, même s'il y a des changements incrémentaux, avec des nouveaux managers qui viennent changer certaines choses. Au final, c'est la même ambiance, la même idée de départ, pratiquement les mêmes outils, on utilise pratiquement les mêmes terminologies, elle est monolangue en français, elle est juste, il n'y a pas de passe-droit, elle est éthique. Donc, au final, si on comprend les règles du jeu, de mon point de vue, si on rajoute en plus qu'en ce moment, Air France recrute beaucoup, je pense que, de mon point de vue, c'est une sélection qui est relativement facile à réussir. Il y a beaucoup de travail, mais c'est une sélection qui est relativement facile à réussir. Voilà mon opinion. Il y a plein de questions. Alors, donc, on a quelqu'un d'anonyme qui vient me poser une question. Donc, quelqu'un d'anonyme, ce serait bien de s'identifier, mais moi, je vais répondre à la question. Tu vois, alors la question c'est, bonjour, le recruteur est là pour évaluer un risque. Comment expliquer qu'un commandant de bord, Emirates 777, avec 15 ans d'expérience de pilote de ligne, 20 ans d'expérience de pilote de ligne, échoue la sélection Air France, quel est le risque? Alors, déjà, j'ai échoué et je suis honnête intellectuellement en vous le disant parce que j'ai aucune raison d'aller vous raconter n'importe quoi, comme certains qui prétendent pouvoir aider les gens à passer les sélections, mais qui n'ont jamais recruté, par exemple. Donc, il y a ça. Ensuite, ça a été très, très traumatique pour moi. Et j'ai échoué la sélection en France, je vais vous le dire pourquoi, pour des raisons d'honnêteté intellectuelle. J'ai dit lors de mon entretien individuel que j'avais été perdu pendant un petit moment de l'entretien de groupe. Et j'étais en train de résoudre l'équation. Enfin, on était plusieurs, on avait chacun notre tâche. Il y a un moment, c'est vrai que c'était un exercice très, très dur, beaucoup de calculs à faire. Et finalement, c'est l'équation que j'avais posée qui avait résolu l'équation. Alors, ce n'est pas pour me faire mousser que je dis ça, c'est juste, on avait chacun vraiment bien contribué. Ils étaient bons, les autres aussi. Et voilà. Et pendant ma sélection Air France, ce qui s'est passé, la personne anonyme peut regarder, en février 2003, c'était le mois de la faillite d'Air Liberté. Donc, personne n'a été pris ce mois-là. Voilà. Donc ensuite, peu importe la faillite d'Air Liberté, pour moi, ça a été extrêmement traumatique, cet événement. Et comme quoi, ça veut dire qu'on peut échouer une sélection comme ça et ensuite réussir toutes les autres. Et voilà. Voilà la réponse. J'espère que la personne anonyme est satisfaite de cette réponse. Et donc, je n'ai pas réussi toutes les autres sélections pour rater Air France ensuite. C'est l'inverse. Et d'ailleurs, c'était un ajournement. Je tiens à me défendre par rapport à ça parce que je trouve le ton de la question un petit peu difficile, surtout par rapport à ce qu'on apporte gratuitement dans nos formations. Voilà. Très bien. Donc, on va fermer ce petit débat et puis on va retourner dans notre formation, dans notre PowerPoint. Très bien. Donc, ensuite, focus numéro 1 de la soirée, ça va être la surface par rapport à la profondeur. Donc, la préparation en amont, comme on l'a dit, il y a le CV et la lettre de motivation qui sont hyper, hyper importantes. Et bon, j'aurais pu lister beaucoup de raisons pour lesquelles les gens échouent aux sélections, mais si on fait une lettre qui ne donne pas envie, évidemment, on ne sera pas recruté. Moi, je sais que si je voyais une lettre, donc si j'étais recruteur, pardon, si j'étais quelqu'un qui était au service recrutement et que je voyais une lettre qui n'était pas bien écrite, ça ne me donne pas envie. Si la personne franchement, alors moi, je peux vous dire, on les écrit, les lettres, on a plusieurs spécialistes à écrire les lettres chez ASP. Ça met au moins 4 à 5 heures pour écrire la lettre de quelqu'un d'autre. Mais on est expérimenté, on sait écrire, on a l'habitude de le faire, on est bon à ça. Vous, si vous n'avez pas l'habitude, mais si vous y passez pas au moins une journée, voire deux, c'est que vous n'avez pas mis assez de temps. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut la faire relire, vérifier la ponctuation absolument partout. Il ne faut pas qu'il y ait trop de mots. Il ne faut pas que vous partez dans des digressions pas possibles. Voilà. Donc, très bien. Niveau d'anglais, on en a parlé. Et votre comportement dans la phase d'attente. Ça, c'est une phase qui est hyper difficile. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup galéré. J'ai dû payer une QT pour partir en Afrique et à la fin, ils ont pas fait mes tours de piste. Je me suis retrouvé à avoir payé la QT sans partir. Et ça a été très, très, très dur. Et au final, il y a une boîte en Angleterre qui m'a pris comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer chez British Airways une année plus tard. Mais dans cette phase d'attente, il faut être résilient. Il faut vraiment être résilient. Il faut essayer d'être la meilleure personne que vous puissiez être. Et il faut comprendre que si vous avez un échec, ça vous permet de vous préparer à la suivante et que peut-être il y a quelque chose d'encore mieux qui vous attend si vous continuez à travailler dans la bonne direction tout le temps. Voilà. Il ne faut pas
commencer à, parce que vous avez un échec, tout vouloir balancer ou se dire que finalement, ce n'est pas pour vous. Non, c'est certainement un moment pour se remettre en cause, mais c'est un moment où il faut justement montrer que vous êtes résilient. Voilà. Alors là, bon, ça nous arrive d'avoir des candidats, ça arrive assez rarement, des candidats qui sont découragés. Ça va, pendant une semaine, soyez là, mais ensuite, il faut reprendre l'information, reprendre depuis le départ, comprendre ce qui s'est passé. Alors, ce qui est génial avec Air France, c'est qu'il vous débriefe. Moi, je sais que ça a été, je l'explique dans mon e-book, ça a été absolument important pour moi d'avoir ce débriefing, et c'est une des seules compagnies à le faire, et elle rend un grand service à la communauté des pilotes en faisant ça. Parce que moi, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, il y avait eu l'histoire d'Air Liberté, et puis il y avait eu cette excellente honnêteté intellectuelle. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, la préparation en surface. Donc, préparation en surface, c'est les tests psychotechniques. Quand je mets des petits plus, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Tests psychotechniques, il faut beaucoup travailler pour atteindre un niveau supérieur aux autres, supérieur au niveau minimum. Ce n'est pas forcément supérieur aux autres, c'est supérieur à un niveau minimum. Comme vous le savez, dans certaines compagnies, si on score trop haut, ce n'est pas bon non plus. Bon, c'est un peu curieux. Je crois qu'Air France, d'ailleurs, est comme ça, mais il faut de toute façon se préparer, c'est indéniable. Il faut faire beaucoup de recherches d'informations sur la culture de la compagnie. Alors, recherche d'informations sur la compagnie, chiffres, etc. Lire le rapport annuel en détail et le comprendre. Et comprendre aussi beaucoup de choses sur la culture de la compagnie. Le recruteur, lui, il vit dans la compagnie. C'est un pilote de ligne qui vit dans la compagnie. Il vole la moitié du mois, l'autre moitié, il recrute. Mais il fait partie de cet environnement opérationnel. Il faut étudier la culture de la compagnie à tel point que vous êtes presque capable de parler le même langage. Si vous utilisez les mêmes mots, si vous utilisez les mêmes acronymes, si vous faites les mêmes références aux mêmes choses, eh bien, vous êtes pareil. Et si vous êtes pareil, il aura forcément plus envie de vous recruter. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important. Et comme je vous ai dit, la question sur, d'après vous, quels sont les challenges que vous pensez que notre société, notre entreprise est confrontée actuellement? Si vous ne savez pas répondre à ça, c'est vraiment… Moi, je l'ai eu chez British Airways, cette question-là. Je l'ai eu chez Emirates. Chez British Airways, il y avait un nouveau CEO qui arrivait, mais pour British Airways, je m'étais préparé, mais encore plus que pour Air France. J'avais harcelé des gens sur les forums, des gens qui étaient chez British Airways, dont j'avais vu qu'ils avaient j'avais supplié qu'ils me parlent pendant une demi-heure pour me dire ce qui se passait à l'intérieur. Et à la fin, j'avais bien compris de quoi il en ressortait, alors que j'étais français. Et donc, ce travail, il faut le faire. Il faut bien comprendre la culture de la compagnie. Alors, on vous a préparé des fiches qui vous simplifient le travail, mais même là, il faut quand même un travail personnel. Si vous connaissez des gens qui travaillent chez Air France, qui sont chez Air France, il faut leur parler le plus possible. Voilà. Ensuite, compréhension des exercices spécifiques. Donc là, il faut passer du temps aussi pour bien comprendre de quoi il en ressort, quelle épreuve va se passer après quelle autre épreuve, de quoi va être fait le test au simulateur, etc. Donc ça, c'est ce qui est visible, ce qui est facile pour toute personne de pouvoir vouloir étudier pour se préparer, ce à quoi certains organismes vous préparent parce que c'est visible et ils vous préparent avec beaucoup de bonnes intentions, mais ils ne préparent qu'à cette partie en surface, en grande partie. Voilà. Et il peut vous expliquer aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce que j'essaie de faire moi-même depuis le départ en vous disant ce qu'Air France aime et n'aime pas. C'est des choses auxquelles il faut faire attention, qui dépendent d'ailleurs beaucoup de la culture de la compagnie. Tout ça, c'est de la préparation en surface. Et voilà, simulateur, on en a parlé. Et ensuite, il y a la préparation en profondeur. C'est comme une sorte d'iceberg. Alors, la préparation en surface, il y a énormément de travail, mais c'est un travail qui est focalisé et qui est, on va dire, dans le temps, qui est quand même assez limité. 3 mois de grosse préparation, ça va le faire. La préparation en profondeur, c'est un truc qu'il faut faire toute votre vie et pour lequel il faut avoir au moins une fois reçu une grosse formation pour bien comprendre. C'est ce qu'on vient de dire là, la prise de conscience des attentes du recruteur, mais la prise de conscience détaillée des attentes du recruteur. Là, vous en avez déjà fait pratiquement la moitié du chemin. Et la conscience sur soi, qui est absolument indispensable. Mon maître de CRM, parce que je suis instructeur CRM aussi, disait, si on veut résumer le CRM à une chose, hormis le travail en équipage, c'est avoir la conscience de la situation et la conscience sur soi. Est-ce que j'ai conscience qu'il y a un problème qui est en train de se passer, des raisons pour lesquelles c'est en train de se passer, de là où je suis et de tout ce qui se passe? Est-ce que j'ai conscience de ma capacité à répondre à cette situation? D'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, je n'ai pas la capacité de répondre, il faut rapidement que je fasse appel à d'autres personnes, à d'autres ressources et que je fasse le nécessaire. D'accord? Donc, la conscience sur soi, ça marche aussi, ça, bien sûr, à l'entretien. Parce que si vous savez qui vous êtes, c'est déjà beaucoup plus facile de l'expliquer. Et ensuite,
vous êtes beaucoup plus articulé, beaucoup plus sophistiqué dans votre façon d'approcher, de présenter vos exemples. Et puis, vous êtes aussi beaucoup plus relaxé par rapport aux questions qui peuvent arriver, parce que les questions les plus difficiles, c'est les questions qui arrivent dans les domaines où le questionnaire de personnalité va avoir dénoté un problème potentiel. Voilà. Quelque chose que je ne vous ai pas dit sur les questionnaires de personnalité, ne vous amusez pas à aller passer des questionnaires gratuits sur Internet. Il vaut mieux ne pas en passer. Je vous le dis juste parce que, je crois que je vais en parler après, mais parce que ce qui compte, c'est la qualité de l'échantillon. D'accord ? La qualité des questions et la qualité de l'échantillon. Et les questionnaires qui sont gratuits, évidemment, n'investissent pas dans la pondération des questions par rapport à chaque facteur et dans la qualité d'un échantillonnage précis. Et nous, les questionnaires qu'on utilise, c'est des questionnaires échantillonnés sur la population française et récents et validés. Donc, très, très, très attention à ça. Vous pouvez vous retrouver, on va dire, merde, le questionnaire, il me dit que je suis quelqu'un de très froid et réservé, alors que visiblement, c'est le contraire. Là, vous n'allez plus rien comprendre. Donc, non, attention à ça. Et préparation en profondeur, c'est aussi une connaissance opérationnelle augmentée, c'est-à-dire avoir une bonne connaissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, le pilote de ligne qui vous évalue, lui, il est pilote de ligne depuis longtemps. Lui ou elle, pilote de ligne depuis très longtemps. Et d'un autre côté, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes peut-être pas, probablement pas. Dans l'audience, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui ne sont pas encore pilotes de ligne. Il s'attend pourtant à ce que vous le soyez. Alors, il le sait bien que vous ne l'êtes pas, mais il s'attend à ce que vous manipuliez déjà les concepts. Et s'il voit que vous y arrivez, il sera impressionné. Donc, ça demande un gros travail, un travail donc de parler avec beaucoup de pilotes, alors, soit effectivement dans le cadre des formations qu'on présente, ou bien de parler avec beaucoup de pilotes que vous connaissez qui peuvent vous expliquer. Il faut leur poser la question: raconte-moi comment ça se prépare un vol. Qu'est-ce que tu fais pendant un vol? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi ton vol le plus difficile. Qu'est-ce qui se passe quand il faut remettre les gaz? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Voilà. Et montre-moi comment les SOP qui sont les plus intéressantes. Tout ça, il faut le comprendre. Voilà. Chez Air France et pour les autres. Et puis, il faut se préparer en profondeur avec une fiche d'expérience qui vous est propre et où vous êtes capable de retourner dans toutes les expériences que vous avez eues, les plus récentes, liées à l'aviation en priorité, mais aussi si vous avez eu un travail avant ou un travail actuel, où les compétences clés qui ont été dénotées peuvent avoir, comment dire, vous pouvez prouver grâce à ces exemples que ces compétences sont présentes chez vous. Voilà. Donc ça, il faut faire une fiche d'expérience. Je dis plus, pour la plupart des gens, ça met 3 ou 4 jours de la faire parce que après avoir suivi notre formation, le lendemain, ils vont se réveiller et puis ils vont penser à un exemple. Puis 3 jours après, ils vont penser à un autre exemple. Donc, ça met un peu de temps. Voilà. Je vois qu'il y a des questions. Alors. D'accord. OK, donc c'était une question qu'on verra plus tard. Très bien. Donc, fiche d'expérience, très bien. Donc, le questionnaire de personnalité, on en a. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, donc je suis souvent surpris quand on fait des présentations comme ça. Les personnes n'ont pas beaucoup de questions. Alors, c'est soit que je suis très clair, soit qu'il n'y a pas de questions. Bon, très bien. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions, donc c'est bien. On continue. Questionnaire de personnalité, donc. Nous, on utilise le CSPF, vous pouvez le rechercher. Ne faites pas de questionnaire gratuit, je vous l'aurais dit, une fois et pour toutes. 175 questions. Ce qui est important, donc on l'a dit, c'est la qualité des questionnaires et la représentativité de l'échantillon, qui est comme donc un échantillon utilisé par les instituts de sondage. Donc, si vous vous amusez à faire un questionnaire gratuit parce que vous êtes doctorant dans une université ou bien juste un étudiant qui a envie de s'entraîner à créer des questionnaires de personnalité, vous le mettez sur Internet, vous faites un échantillon avec 50 personnes, ça ne va pas le faire du tout, quoi, parce qu'il faut au moins 1000 personnes pour faire un échantillon représentatif. Et encore, moi, je ne suis pas un docteur en questionnaire de personnalité, je suis un utilisateur, mais je sais que c'est beaucoup de recherche. Il faut valider que chaque question, quand elle évalue quelque chose, évalue effectivement bien cette chose en comparant avec d'autres questionnaires. C'est tout un truc pour arriver à avoir un questionnaire qui soit vraiment professionnel. Donc voilà, c'est un super questionnaire, le CSPF, c'est le questionnaire qui a été utilisé par Emirates, parce que c'est un questionnaire qui est simple, et il va droit au but. Ils sont tous plus ou moins pareils. Le SOSI d'Air France est très similaire. Le CSPF, il donne des réponses en ligne. Les autres peuvent donner des réponses avec des disques, des cercles, des petits nuages. Le CSPF pose des questions, réponse ABC. Il y en a, c'est des échelles de 1 à 10. Au final, ça revient à peu près au même. Voilà.
Et ce qui est important, bien sûr, c'est le sérieux de l'organisme. Ce questionnaire qu'on a choisi, évidemment, parce que j'ai de très fortes compétences dessus, je suis qualifié dessus. C'est comme une qualif machine, de se qualifier sur un questionnaire de personnalité. Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Il faut passer à travers tout un process. Donc, cet organisme existe depuis 1949. Des questionnaires dans tous les pays, tous les grands pays. Donc, la France fait partie des pays qui sont sur la liste depuis très, très longtemps. Vous pouvez y faire confiance. Voilà, par exemple, donc là, je l'ai pris en anglais, mais voilà le genre de questions que vous en avez. Donc, vous en aurez 175 comme ça. J'en profite pour aller regarder les petites questions. Alors, vous allez vous dire, ah ben, j'aime pas ces questions, j'ai pas envie de répondre aux questions. Attention, approchez le questionnaire avec, avec l'envie de répondre du mieux que vous pouvez. Si vous résistez au questionnaire, ça va se voir. Et que vous mettez beaucoup de réponses B, par exemple, ça va se voir, vous allez invalider votre questionnaire. Si vous répondez toujours la réponse qui vous paraît être moralement la meilleure, ça va aussi invalider votre questionnaire parce que le système il va voir de manière assez maligne qu'en fait, dans un contexte de recrutement, vous essayez de faire paraître mieux que les autres. C'est genre si vous êtes dans les 3% qui font ça. Et là, du coup, vous allez vous prendre que des questions d'honnêteté intellectuelle. Donc, il faut répondre honnêtement. Voilà, vous êtes, j'en suis persuadé, suffisamment bon et vous avez tout ce qu'il faut pour être recruté. Alors après, il y a des questionnaires qui vont viser d'autres choses comme des comportements pathologiques. Donc, si on vous dit, pose une question du genre, j'aime bien tuer des petits animaux, bon, vous répondez non, d'accord, on est bien d'accord. D'accord. Donc, mais ce n'est pas le cas des questionnaires classiques de personnalité comme le CSPF. Voilà. Très bien. Donc, je vais avancer un petit peu parce que là, voilà. Donc, je pense que vous avez l'idée de à peu près du genre de questions que c'est. Et il faut, alors, petit conseil pour répondre, répondez quand vous hésitez, la première réponse qui vous vient à l'esprit, celle qui vous vient par instinct, parce que c'est souvent la bonne. Et si vous commencez à réfléchir trop longtemps, vous pouvez en fait invalider votre questionnaire en surréfléchissant. Il faut quand même que ce soit bien représentatif de vous. Et donc là, si vous relisez ces questions, vous dites, OK, qu'est-ce que je répondrai de manière spontanée? Je pense que vous avez rapidement les réponses. D'accord? Allez, on va avancer un petit peu. OK. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà comment… Ça, c'est le mien. Je donne le mien. Donc, moi, par exemple, je vais me prendre des questions. Par exemple, moi, je suis très confiant. Donc, très confiant en les autres. Donc, moi, je vais me prendre des questions de savoir de fois où je me suis fait avoir, où je n'ai pas vérifié quelque chose que j'aurais dû vérifier, par exemple. Et donc, pour ça, je vais trouver un exemple dans le passé où, effectivement, j'ai fait trop confiance à un copilote parce qu'il avait beaucoup d'expérience et en fait, il a oublié de faire une vérification. Et parce que j'étais pris dans une autre tâche, je n'ai pas vérifié, j'ai fait une erreur qui n'a pas eu de conséquences, mais j'ai appris ce jour-là de mon erreur. Et maintenant, je dis, voilà, la confiance, maintenant, je sais que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je reste quelqu'un de très confiant en les autres, ce qui est assez normal pour quelqu'un en fin de carrière, mais je suis capable j'établis les points de contrôle maintenant. Donc, dans la pratique, je vais un peu plus sur la droite, vous voyez. Il n'y a pas de mauvaise position, il n'y a pas… c'est pas bien d'être à gauche ni bien d'être à droite. Comme vous voyez là, par exemple, Warm, qui est la première mesure, c'est une mesure d'empathie. Être très empathique, on peut se dire, ah bah c'est super, moi je suis score à 8, okay. Ouais, super, c'est super empathique, il pense beaucoup aux autres et tout. Et oui, mais à chaque position qui est un peu en extrême, il y a toujours un risque. Toujours un risque. Donc le risque de ça, c'est de galérer à prendre des décisions impopulaires, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'en tant que pilote de ligne, vous avez besoin parfois d'en prendre? Oui. Donc moi, dans mon cas, si je préparais mon entretien, il faudrait que je prépare des cas de décision impopulaires. J'en ai. Euh, euh, mais je les aurais préparés en détail. Voilà. Donc, c'est ça tout le travail qu'on fait avec vous, c'est d'analyser ce questionnaire pour vraiment vous faire vraiment réfléchir à vous-même et vous permettre d'aller sortir ces exemples qui sont vraiment utiles, que si vous n'avez pas préparé ça à l'entretien, vous allez vous retrouver, on va dire, dos au mur, en fait, en ne sachant pas comment répondre aux questions difficiles. C'est ça le problème. Alors, le questionnaire est essentiel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un recrutement avancé, comme c'est le cas d'Air France, British Airways, Lufthansa, toutes les grandes compagnies et certaines low cost, est basé sur un questionnaire de personnalité. C'est le centre de tout le process. Et donc, le faire en amont est un réel avantage. Il faut faire un questionnaire original. On en a déjà parlé. Très bien. Donc, terminé sur les questionnaires. Est-ce qu'il y a une question sur les questionnaires qui est arrivée? Elle est bien cette question, Augustin. Bon, très bien. Ça nous fait une petite pause.
Comment arriver à faire transmettre l'idée d'être ultra motivé, préparé de manière discrète? La transparence et l'honnêteté sont-elles toujours incompatibles avec une préparation intense? Il y a deux questions là. Comment arriver à faire transmettre l'idée d'être ultra motivé, préparé de manière discrète? Eh ben, en fait, l'idée, c'est de dire que depuis que vous êtes tout petit, vous avez toujours voulu être un pilote Air France. Vous avez toujours voulu être un pilote de ligne et vous avez toujours voulu être un pilote Air France. Et que tout ce que vous avez fait dans votre vie visait à l'aboutissement de cette journée d'aujourd'hui où vous êtes devant eux. Voilà. À eux ensuite de vous poser plus de questions. Et vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai des trous dans mon parcours. Et à un moment, on dit, bah oui, ben, j'ai terminé mes études. Et à un moment, eh ben, il n'y avait pas de sélection pendant ce moment-là. Il a bien fallu que je gagne ma vie. J'ai d'autres talents. J'ai pu exercer. J'ai passé un diplôme. J'ai commencé à gagner ma vie. Et j'ai compris que le seul moyen pour moi, donc j'ai eu un candidat il y a quelques jours qui m'a dit, non, lui, il a essayé l'ENAC et puis il n'a pas réussi parce que pour des raisons d'anglais. Donc ça, c'est valide. Et ben, dès que j'ai pu, j'ai présenté à France, j'ai su qu'il allait falloir que je gagne de l'argent pour économiser, pour faire ma formation. Et tout ce que j'ai fait depuis que je suis petit, ça a été pour avoir le parcours nécessaire, ensuite avoir l'argent nécessaire pour me présenter devant vous aujourd'hui. Donc ça, vous êtes chacun différent, mais il faut que cette passion, elle ressorte depuis le départ. Et s'il y a une grosse interruption, honnêtement, il faut qu'il y ait une explication. S'il y a une grosse interruption, ça peut être problème d'argent, problèmes familiaux, nécessité de soutenir votre famille, vous avez 3 enfants, tout ça, ça se comprend. Mais il faut qu'il n'y ait jamais eu vraiment d'interruption dans la passion, il faut que ça se sente. D'accord? Et alors, il y a c'est pas super bien perçu de s'être surpréparé au psy 1. Donc, vous dites, ben, moi, je me suis préparé au psy 1, bien sûr, parce que je voulais voir un petit peu à quoi ressemblaient les exercices quand même, pour voir si c'était quelque chose qui allait être difficile pour moi. Je suis allé sur Pilote Test, j'ai fait 2 ou 3 petites préparations, j'ai vu que ça se passait bien. J'ai suivi vos conseils, je ne suis pas allé non plus trop loin avec. Voilà, donc ça m'a suffi. Par contre, et là, franchement, ils ne peuvent pas rien dire. Par contre, j'ai étudié Air France, que je connais déjà très bien, puisque comme je vous ai dit, ça fait depuis que j'ai 8 ans que je m'intéresse à Air France. À chaque fois qu'à la télé, il y a un reportage sur Air France, c'est ça qu'on regarde à la télé. À chaque fois qu'il y a un truc sur le journal sur les avions, c'est ça qu'on regarde. À chaque fois qu'il y a un article de presse, je le lis avec attention. À chaque fois que ça parle d'Air France, à chaque fois que je vois un avion, je le pointe du doigt. À chaque fois qu'il y a une nouvelle, voilà, au Salon du Bourget, c'est Air France qui m'intéresse. Voilà. Et donc, évidemment, j'ai étudié le rapport annuel en détail. Et donc, dans cette phase d'accélération qui m'amène vers vous aujourd'hui, j'ai particulièrement étudié la stratégie d'Air France parce que je suis motivé. Donc, ça, c'est une motivation qui est à bon escient, c'est une préparation qui est bien. Moi, je trouve que c'est malin de dire que vous faites ça depuis très longtemps. Et pour la plupart d'entre vous, c'est vrai. Chaque fois qu'on vous parle d'Air France, il y a un truc qui se passe, même pour moi. Donc ça, il faut que vous arriviez vraiment à le faire passer. Et ça, ils aiment beaucoup et je comprends qu'ils aiment beaucoup. Alors, la transparence, ça, c'est une autre question. Donc, je pense qu'il faut être, par rapport à la passion, il ne faut pas être discret. Par rapport à la surpréparation sur les exercices spécifiques, il faut être un peu discret. Voilà. La transparence et l'honnêteté sont-elles toujours incompatibles avec une préparation intense? Ben non. Il ne faut pas être transparent au point que vous allez rater votre sélection. On est d'accord? Donc, faut parler, si vous voulez, il y a beaucoup de candidats qui arrivent en sélection et ils vont commencer à nous parler de toutes les choses qu'ils n'ont pas vraiment réussi dans leur vie, comme pour soulager leur conscience et dire maintenant que j'ai dit tout ça, maintenant que je suis une sorte de livre ouvert, ils vont voir que je suis quelqu'un de super honnête et par rapport à ça, ils vont avoir envie de me recruter. Ouais, niveau honnêteté intellectuelle, ça, là, le score est bon. Par contre, le problème, c'est qu'en avouant toutes ces choses, vous n'avez pas donné envie. D'accord? Moi, j'avais un candidat qui a commencé en disant moi, j'avais quand j'ai raté mon bac la première fois, je l'ai réussi ric-rac la deuxième. Ensuite, du coup, oui, je ne suis pas rentré en maths sup. Après, je n'ai pas pu faire l'ENAC. Ensuite, j'avais essayé les européennes, puis je ne suis pas rentré là non plus. Puis après, le gars, on parlait d'un TRI qui avait pratiquement 50 ans, qui était TRI, qui a fini pilote d'essai quand même. Donc bon, moi, j'aurais préféré me focaliser là-dessus si j'étais lui. D'accord? Donc, avec lui, on a retravaillé là-dessus pour présenter toutes les choses qui sont intéressantes et excitantes sur cette personne, parce qu'on a tous fait des bêtises, on a tous eu des challenges, on a tous fait des choses merveilleuses. Donc voilà, vous voyez, il faut donner envie, quoi. Voilà, s'il y a un peu de temps sur la fin, j'essaierai d'en parler un peu plus. Alors, comment se vendre si Air France n'était pas son premier choix? Eh bien, cher ami, tu ne peux pas dire ça à l'entretien. C'est simple, Air France, c'est ton premier choix.
Hein, tu oublies que ce n'était pas ton premier choix, parce que sinon, là, va falloir, désolé, tu veux le réussir l'entretien ou non? Si tu veux le réussir, il va falloir dire que tu as rêvé d'Air France depuis que tu es tout petit. Il y a sûrement une partie de ça qui est vraie. Sinon, d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu irais te faire recruter là-bas? Tu vas me dire parce que c'était mon deuxième choix. D'accord, mais je pense qu'il faut leur dire que c'était eux que tu voulais en premier. Il faut leur donner envie. Donne-leur envie. Comment dire qu'on a toujours voulu être un pilote Air France quand on a fait 25 ans d'armée de l'air? Alors, celle-là, elle est facile par contre. Moi, depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours voulu être pilote. J'ai eu l'opportunité et quand je voyais les avions d'Air France en l'air et à l'aéroport, c'est ce qu'on voyait le plus souvent quand on voyageait avec mes parents, quand j'avais l'occasion de. Ça me faisait rêver. Voilà. Et le moyen le plus. Mais je voulais être pilote avant tout. Et quand l'opportunité de l'armée s'est présentée, je l'ai saisie et j'ai découvert un environnement formidable. J'étais très fier de servir mon pays. On a une armée de l'air formidable, j'ai vécu des expériences géniales, mais je n'ai jamais perdu à l'idée ce rêve que j'avais d'un jour de pouvoir devenir un pilote commercial et forcément, pour moi, un pilote Air France. Je suis un pilote militaire français, je veux continuer à servir mon pays et travailler chez Air France, c'est une façon de continuer à servir mon pays. En tout cas, c'est l'image que je m'en fais. C'est pour ça que c'est important pour moi. J'espère avoir répondu. Il y a plusieurs façons de répondre à ça, mais ça, c'en est une. Je pense que je tombe juste pour la plupart d'entre vous, les militaires que je connais très bien, qui a cette grande fierté d'avoir servi votre pays et une grande fierté de pouvoir à nouveau le servir dans un contexte commercial. Comment justifier notre motivation si on postule pour les cadets à 35 ans, si on ne peut pas dire que l'on souhaite faire cela depuis tout petit? Et oui, et ça c'est quelque chose il va falloir recréer cette passion. D'une manière ou d'une autre, il va falloir la recréer. En disant qu'il y a des événements de vie qui ont fait que, alors ça peut être simple, hein, et ça ils le comprennent, hein, conseiller d'orientation qui a dit n'importe quoi, ça a été mon cas. Moi, je me suis je me suis reconverti à 27 ans, conseiller d'orientation qui a dit n'importe quoi, parents qui ne savaient pas de pilote dans la famille, je ne savais pas que c'était possible. Et par contre, dès que je l'ai découvert, ça a remis le feu à mon rêve et j'ai tout fait, j'ai tout lâché, j'ai tout fait. Peut-être c'est le cas pour toi, David. Donc voilà. Ils veulent pas, et ça je le comprends, des gens qui se sont un peu réveillés un peu tard et se dire bah oui, finalement on gagne bien sa vie chez Air France, ouais, puis mon boss actuel il m'emmerde, donc bon ouais, ouais, j'ai pas les horaires flexibles, je suis pas dans le boulot que je voudrais, alors finalement tiens pourquoi pas, pourquoi pas pilote. Bon, ça c'est pas possible, donc il faut aller puiser au plus profond de vous-même pourquoi un avion ça vous fait rêver, et un avion avec un logo Air France encore plus. J'espère avoir répondu à tes questions, David. A-t-on autant de chances que des personnes qui se présentent avec une grosse expérience lors de la même journée de sélection? Exemple, un capitaine qui a 5000 heures de vol ou bien un instructeur de vol sur Rafale, parce que toi-même, tu n'es que cadet sur une autre compagnie? Oui, tu as autant de chances que les autres. Dans un contexte Air France, oui. Si tu es en train de te faire recruter, tu mérites ta place comme les autres. Donc oui, tout à fait. Par contre, c'est vrai qu'une formation comme celle qu'on dispense, ça va te donner un peu de profondeur, ça va te donner des munitions pour pouvoir justement pratiquement être comme ceux qui ont de l'expérience. Et ça c'est génial parce qu'il y en a très peu qui le sont finalement. Voilà. Alors, on va avancer. Justement, on parle de connaissances opérationnelles, donc ça c'est important. Donc les ATO ne peuvent pas vous enseigner le savoir opérationnel facilement. Pourquoi? Parce que les instructeurs d'ATO, ce sont des FI, des IRI, etc. Ils sont très bons dans leur domaine, mais s'ils n'ont pas été en opération, alors il y a compagnie et compagnie, c'est-à-dire qu'il y a des petites compagnies qui font du point à point, et puis il y a des opérations complexes. Donc les grandes compagnies opérations complexes, donc type Air France, British Airways, Emirates. Donc ça, c'est le savoir opérationnel, il est plus nécessaire dans un cadre d'opération complexe. Donc les ATO, c'est difficile pour elles d'enseigner ça, évidemment. Mais les recruteurs d'entreprises, de compagnies aériennes complexes s'attendent à ce que les candidats aient ce savoir où on en est déjà les bourgeons, et s'ils peuvent entendre quelques mots-clés intéressants, c'est encore mieux. D'accord? Ça, c'est une façon tellement facile de scorer les points. Et même, il peut vous demander, mais comment vous savez tout ça? Moi, je suis motivé depuis que je suis tout petit. Donc, je parle à des commandants de bord. Je fais, dans mon école de pilotage, il y avait un stage. J'ai écouté avec attention. J'ai parlé avec le capitaine après. Et voilà, moi, je me projette déjà. Moi, je suis déjà dans le cockpit dans ma tête. Voilà, il faut tout faire pour être déjà dans la phase d'après. OK, donc qu'est-ce que c'est que les connaissances opérationnelles? Donc,
Donc ça, c'est des choses qu'on enseigne nous. Donc les 5 assiettes clés d'un medium jet, il faut les connaître. Absolument les connaître. Donc, nous les enseigne sur le 320 et le 37. Le 37 étant un avion simple, parce que quand on ne connecte tout, il n'y a aucune loi de vol qui vient faire quoi que ce soit. Donc, c'est un avion qui est génial de ce point de vue, même si je ne l'ai jamais piloté. Je le connais bien au simu. Si vous avez une sélection sur un autre type d'avion, genre un Embraer, chez Hop, etc., entraînez-vous sur un 37. Calculez votre distance. Si je vous dis vous êtes au niveau 100 et il vous faut combien de nautiques pour vous poser, vous êtes au niveau 100 à 250 nœuds, il vous faut combien de nautiques pour vous poser, il faut que vous ayez la réponse là, comme ça, il faut que ça vienne tout de suite. Si je vous dis pareil, mais à 320 nœuds, il faut que vous le sachiez. À 6000 pieds, vous êtes à 6000 pieds, 250 nœuds, combien de nautiques? D'accord? Alors bon, donc la réponse c'est 20, 21, 22 peut-être, max, en fonction d'autres petits paramètres. Enfin, grosso modo 20, 21, 22. On vous donne 18 nautiques. Et là, ils peuvent vous lâcher au simu. C'est un scénario à France, ça. Ils vous lâchent au simu, je crois qu'ils vous lâchent à 28 nautiques au niveau 100. Et vas-y, il faut se poser. Donc, comment est-ce que tu fais? Donc, tu es trop haut. Comment est-ce que tu gères la situation? Donc, ça, c'est un super scénario, ça, je trouve. D'ailleurs, je n'y avais pas pensé avant qu'on me dise qu'Air France le faisait. C'est un super chouette scénario pour voir si la personne a les comportements requis. Mais il faut déjà savoir qu'on est trop haut. Comment gérer son énergie, justement? Qu'est-ce qu'on fait si on est trop haut? Qu'est-ce que c'est que les critères d'approche stabilisés? Ça, vous les connaissez peut-être si on les a appris dans votre école de pilotage, mais il y a des petits détails à comprendre, en particulier le fait qu'il ne faut pas avoir plus de 1000 pieds minutes en finale. C'est partie des critères que toutes les compagnies n'ont pas, mais c'est un critère très sain qu'il faut avoir en tête. Le concept de la safety window, qui est en dessous d'une certaine altitude, on n'accepte plus de panne complexe, on va les régler ailleurs. La différence entre une remise de gaz et une approche discontinuée, ce n'est pas du tout pareil. Et il faut vraiment essayer de faire une approche discontinuée le plus possible. L'utilisation simple du pilote automatique, si on vous le donne un petit peu pendant la séance de sélection, comment faire des briefings efficaces, les modèles de décision qu'il faut que vous connaissiez. Là, ce n'est pas juste Dodar, hein, c'est autre chose. Ce n'est pas juste Aviate, Navigate, Communicate et Dodar qui sont c'est un petit peu simple. Et les modèles d'intervention. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre les commandes de quelqu'un qui ne se comporte pas comme attendu, et des modèles de gestion de la charge de travail. Donc ça, quand vous avez tout ça, là, vous commencez à avoir vraiment du muscle, quoi. Là, c'est bon, là, vous rentrez dans la salle d'entretien avec beaucoup, beaucoup de muscles. Alors, je vous invite également maintenant à venir nous rejoindre sur le groupe WhatsApp Air France qu'on a créé parce que donc on a remarqué qu'il y avait, bien sûr, on sait qu'il y a d'autres groupes. On va dire que nous, on a vraiment l'intention d'être très actifs dans ce groupe. Moi, je serai actif dans ce groupe. Je veux vous voir réussir. Je veux vous aider à répondre à vos questions. J'y passerai du temps et dans la mesure du possible. Après, évidemment, il y a un moment où si vous voulez avoir beaucoup de détails, les formations vous seront vraiment utiles. Mais entre le cours gratuit, ce qu'on peut vous apporter sur WhatsApp, je pense que vous avez vraiment de quoi vraiment compléter votre chemin vers le succès pour votre sélection Air France. Voilà. Et si vous voulez nous joindre, il y a le téléphone. Donc ce téléphone, donc on est 5 actuellement chez ASP qui vous aide. Il y a des pilotes qui sont là, qui vous aident. Et il y a aussi une personne qui est en charge du suivi des dossiers. Et donc cette personne répond principalement l'après-midi, mais son WhatsApp fonctionne toute la journée. Le WhatsApp de toute façon de la sélection Air France, donc là on est plusieurs à répondre dedans, mais si vous voulez appeler, eh bien, ce numéro est là à votre disposition pour la prise en charge de votre dossier s'il y a quelques soucis que ce soit. N'hésitez pas également à me contacter directement et à nous envoyer un email info@airlineselectionprogram.com. Voilà, donc je vous attends sur WhatsApp, c'est là où on pourra poster le plus souvent, donc aussi des futurs webinars, de futurs events, ou s'il y a des news, donc c'est là que vous pourrez les partager les uns avec les autres, en plus d'avoir notre encadrement. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir sur ce webinar, et puis j'espère que ça vous a beaucoup apporté. Vraiment, j'ai hâte de vous accueillir et hâte aussi de vous voir réussir, parce que je sais à quel point ça va changer votre vie. Et donc, sur cette base, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.